Le monde entier bruissait de rumeurs concernant la voix féminine dans In the Closet de Michael Jackson. Une voix séduisante, mystérieuse, presque éthérée. Et lorsque la vérité fut enfin révélée, les fans restèrent sans voix. Derrière ce secret se cachait la princesse Stéphanie de Monaco, une princesse qui avait jadis conquis l'Europe. Mais pourquoi une héritière royale accepterait-elle de vivre dans l'ombre du roi de la pop? Avant de devenir cette voix cachée que le monde entier tenterait d'identifier, Stéphanie de Monaco avait déjà appris très jeune ce que signifiait vivre sous un regard qui ne dort jamais. Elle n'était pas seulement une jeune femme élégante, photographiée sur les tapis rouges. Elle était la fille de Grace Kelly, l'enfant d'un conte moderne où Hollywood avait rencontré la royauté, où le glamour américain s'était uni au cérémonial européen. Dès son adolescence, chaque geste semblait observé, chaque silence commenté, chaque sourire interprété. Être princesse, pour beaucoup, c'était porter des robes somptueuses, apparaître au gala, saluer avec grâce depuis un balcon. Mais pour Stéphanie, c'était aussi grandir dans une cage dorée, entendre son nom traverser les journaux avant même d'avoir eu le temps de décider qui elle voulait être. Et c'est peut-être là que commence vraiment son histoire. Non pas dans un palais, mais dans cette tension intime entre le devoir et le désir d'exister autrement. Car Stéphanie n'a jamais voulu rester figée dans l'image parfaite que l'on attendait d'elle. Elle voulait chanter, poser, danser, respirer, aimer selon ses propres règles. Dans les années 1980, alors que l'Europe entière regarde Monaco comme un théâtre de beauté, de luxe et de tragédie silencieuse, Stéphanie choisit une route inattendue, celle de la musique populaire. En 1986, son titre « Ouragan » devient un phénomène. La chanson traverse les radios, s'installe dans les classements, impose une voix rauque, fragile et volontaire à la fois. Soudain, la princesse n'est plus seulement une silhouette royale. Elle devient une chanteuse que l'on écoute, une femme que l'on devine derrière les protocoles. Ce succès n'est pas anodin. Il dit quelque chose de profond. Stéphanie cherche sa place, non pas à côté de son nom, mais à travers sa propre voix. Pourtant, plus elle s'approche de la scène, plus les critiques s'approchent d'elle. Une princesse peut-elle vraiment chanter? Peut-elle porter du cuir, sourire aux photographes, flirter avec les codes de la pop sans trahir son rang? À Monaco comme ailleurs, certains admirent son audace, d'autres la jugent trop libre, trop moderne, trop imprévisible. Et déjà, le mot revient, comme une étiquette facile. Rebelle. Rebelle parce qu'elle refuse d'être une icône silencieuse. Rebelle parce qu'elle fréquente le monde du spectacle. Rebelle parce qu'elle semble préférer l'intensité de la vie réelle aux poses immobiles des portraits officiels. Mais derrière cette image, il y a surtout une jeune femme marquée par la perte, par la pression, par l'absence de sa mère, par ce besoin presque vital de ne pas disparaître sous le poids du mythe familial. C'est dans ce climat que le nom de Michael Jackson entre peu à peu dans son horizon. Lui aussi est une créature de lumière et de solitude. Lui aussi appartient à un monde où l'admiration peut devenir prison. Lui aussi sait ce que coûte une image que l'on ne contrôle plus. Alors, lorsqu'au début des années 1990, une possible collaboration commence à prendre forme, elle ne ressemble pas seulement à un arrangement musical. Elle ressemble à la rencontre de deux êtres que tout oppose en apparence, mais que la célébrité a blessé de manière étrangement semblable. D'un côté, un homme devenu roi sans couronne, suivi par des millions de regards. De l'autre, une princesse née dans une couronne, mais cherchant depuis toujours à parler avec sa propre voix. Deux mondes, deux solitudes. Et bientôt, un secret. Au début des années 1990, Michael Jackson prépare Dangerous, un album qui doit confirmer qu'il n'est pas seulement l'enfant prodige de Thriller ou le perfectionniste de Bad, mais un artiste capable de se réinventer encore. Le monde l'attend. L'industrie l'observe. Les fans guettent le moindre signe, la moindre rumeur, le moindre nom associé au projet. Et Michael, lui, comprend mieux que personne la puissance du mystère. Il sait qu'une chanson peut commencer avant même d'être entendue, simplement parce qu'un secret l'entoure. C'est dans cette atmosphère électrique que naît In the Closet, un morceau à part, plus sombre, plus sensuel, plus audacieux que l'image habituelle que beaucoup avaient de lui. Le titre lui-même intrigue.
Il promet quelque chose de caché, de retenu, de presque interdit. Et au cœur de cette chanson, il y a cette voix féminine. Elle ne chante pas comme une invitée traditionnelle. Elle apparaît comme une présence, une ombre chaude, une confidence murmurée derrière une porte entr'ouverte. Elle dialogue avec Michael, elle crée une tension, elle donne au morceau cette atmosphère de secret partagé. Mais lorsque l'album sort, le nom de cette femme n'apparaît pas. Dans les crédits, elle n'est pas Stéphanie de Monaco. Elle n'est pas une chanteuse connue. Elle n'est pas une star de cinéma. Elle devient simplement Mystery Girl. 2 mots seulement. 2 mots suffisants pour déclencher des années de curiosité. Qui est-elle? Pourquoi cacher son identité? Était-ce Madonna, comme beaucoup l'imaginaient? Était-ce une star hollywoodienne protégée par un accord secret? Était-ce une voix choisie justement parce qu'elle pouvait faire naître le doute? Les hypothèses circulent, les fans comparent les timbres, les journalistes spéculent, les conversations s'enflamment. Michael Jackson, lui, garde le silence. Un silence précis, presque théâtral. Car ce mystère sert l'album. Il renforce l'aura de Dangerous. Il transforme une simple participation vocale en énigme internationale. Et Stéphanie de Monaco, de son côté, accepte cette disparition volontaire. Pour elle, le secret n'est pas seulement un jeu marketing. C'est une protection. Son nom porte déjà trop de poids, trop de conséquences. Une princesse de Monaco associée à un titre aussi sensuel, à un univers aussi chargé de désirs, aurait immédiatement déclenché des commentaires, peut-être même des tensions autour de la famille princière. Alors, elle reste dans l'ombre. Elle prête sa voix, mais pas son titre. Elle laisse son souffle entrer dans la chanson, mais son nom reste derrière le rideau. Ce choix donne à In the Closet une dimension presque romanesque. Comme si derrière le groove, les percussions, les murmures et la sensualité assumée, se cachait une histoire que personne ne devait raconter tout de suite. Puis vient le clip, et le trouble grandit encore. À l'écran, ce n'est pas Stéphanie qui apparaît auprès de Michael Jackson, mais Naomi Campbell, silhouette magnétique, regard brûlant, présence sculpturale. Le public associe alors naturellement cette image à la voix féminine. Le mystère s'épaissit. La confusion devient parfaite. Michael danse dans une chaleur désertique. Naomi incarne la tentation visible et, quelque part, invisible, la voix d'une princesse résonne encore. C'est cette superposition qui rend l'affaire fascinante. Une mannequin mondiale à l'image, une princesse royale dans le son, et un roi de la pop au centre, orchestrant une énigme où chaque élément semble choisi pour troubler les frontières entre réalité, fantasme et stratégie artistique. In the Closet devient alors plus qu'un hit. C'est une pièce secrète dans le grand palais de la pop, une pièce dont la clé ne sera donnée que plus tard, lorsque Michael Jackson, en 1993, face à des fans réunis en Suisse, finira par révéler ce que beaucoup n'auraient jamais osé croire. Mystery Girl était bien Stéphanie de Monaco. Lorsque Michael Jackson révèle enfin, en 1993, lors d'une rencontre avec des fans en Suisse, que la voix féminine d'In the Closet appartient à Stéphanie de Monaco, le mystère change aussitôt de visage. Pendant des années, cette Mystery Girl avait nourri toutes les hypothèses. Certains entendaient Madonna, d'autres imaginaient une actrice hollywoodienne, une chanteuse protégée par contrat, une femme effacée pour entretenir le trouble. Mais la vérité dépassait la rumeur. Derrière ce souffle sensuel, il y avait une princesse de Monaco, héritière d'un nom observé par toute l'Europe. Dès lors, la chanson ne s'écoute plus de la même manière. Cette voix rauque, murmurée, proche et lointaine à la fois, prend l'éclat discret d'un secret de palais. Comment une femme née dans le protocole avait-elle pu se retrouver dans l'un des titres les plus audacieux du roi de la pop? Et pourquoi Michael avait-il tenu si longtemps à cacher son identité? Peut-être parce qu'il savait que le silence peut parfois être plus puissant qu'une annonce. Dans l'univers de Dangerous, album sombre et magnétique, Mystery Girl devenait une porte fermée au milieu d'un disque déjà rempli de tension. Pour Stéphanie, ce secret avait une autre signification. Son nom n'était jamais neutre. Dire Stéphanie de Monaco, c'était aussitôt convoquer le Rocher, la famille princière, Grace Kelly, les attentes, les jugements, les photographes. En restant anonyme,
Elle pouvait offrir sa voix sans livrer son visage. Elle pouvait participer à une œuvre mondiale sans que chaque journal transforme cette participation en affaire de cour. Dans In the Closet, elle n'était plus une princesse à commenter. Elle était une respiration, une présence, un frisson. Le trouble devient plus fort encore parce que, dans le clip, ce n'est pas elle qui apparaît auprès de Michael Jackson, mais Naomi Campbell. À l'image, la supermodèle incarne la sensualité visible, brûlante, presque sculpturale. Dans le son, pourtant, une autre femme demeure cachée. Une mannequin mondiale devant la caméra, une princesse invisible derrière le micro. Et Michael au centre de cette mise en scène. Tout semblait conçu pour brouiller les pistes. Après la révélation, les apparitions publiques de Michael et Stephanie attirent l'attention. En 1993, puis en 1996, elle lui remet un prix lors des World Music Awards à Monaco. Les images circulent, les regards sont scrutés, les gestes interprétés. Était-ce seulement une amitié artistique? Une complicité née en studio? Ou le signe de lien plus profond entre deux êtres habitués à vivre sous surveillance? Les journalistes européens s'interrogent, les fans rêvent, les rumeurs grandissent. Rien ne sera vraiment confirmé, et c'est peut-être cela qui rend l'histoire si durable. Car les grandes légendes populaires ne naissent pas seulement des preuves, elles naissent aussi des silences, des demi-sourires, des coïncidences, des photos que chacun croit pouvoir lire. Entre Monaco et Neverland, entre une princesse rebelle et un roi de la pop solitaire, il y avait quelque chose d'improbable. In the Closet n'était plus seulement un hit. C'était une pièce secrète dans le grand palais de la musique. Une pièce dont Michael Jackson avait gardé la clé assez longtemps pour que le monde entier ait envie d'y entrer. Derrière l'éclat d'un nom royal, il y a parfois des couloirs silencieux. Et derrière le sourire de Michael Jackson, il y avait aussi des pièces fermées, pleines de fatigue et de solitude. C'est peut-être pour cela que l'histoire de Mystery Girl fascine encore. Elle ne raconte pas seulement une collaboration inattendue, elle raconte deux vies offertes au public, deux existences regardées, commentées, parfois déformées. Stéphanie de Monaco avait appris très tôt que la célébrité royale ne protège pas toujours. Elle expose, elle amplifie, elle transforme une robe, un amour, une absence, un choix personnel en événement. Lorsqu'elle se lance dans la musique avec Ouragan en 1986, elle connaît un vrai succès populaire en Europe. Pourtant, ce succès ne fait pas taire les jugements. Une princesse peut-elle chanter? Peut-elle poser comme mannequin? Peut-elle fréquenter la scène sans trahir l'image que l'on attend d'elle? À chaque pas hors du cadre, on lui colle la même étiquette. Rebelle. Mais que veut dire ce mot, au fond? Rebelle? Ou simplement vivante? Ces amours deviennent aussi des feuilletons publics. La presse européenne suit ses relations avec une insistance presque cruelle, surtout lorsqu'elle l'éloigne des codes de la noblesse. Des gardes du corps, des artistes de cirque, des hommes venus d'autres mondes que celui des palais. Chaque histoire est racontée comme une provocation, parfois comme un scandale. Mais derrière les unes de journaux, il y avait peut-être seulement une femme qui cherchait le droit d'aimer sans demander l'autorisation au protocole. Michael Jackson connaît le même piège. Il n'est pas né prince, mais il devient une souveraineté moderne, couronnée par les foules, poursuivie par les caméras, disséquée par les rumeurs. Au début des années 1990, sa gloire immense s'accompagne d'une curiosité de plus en plus dure. On parle de son apparence, de sa peau, de son visage, de ses relations, de son monde privé. Plus il tente de se protéger, plus le public veut entrer. Entrer chez lui, entrer dans son passé, entrer dans ses secrets. La chanson choque parce qu'elle montre Michael plus adulte, plus charnel, plus audacieux. Le clip avec Naomi Campbell accentue cette rupture. Il y a la chaleur, la danse, les regards, cette tension hypnotique qui tranche avec l'image plus innocente que beaucoup associent encore à lui. Mais au cœur de cette sensualité, la voix de Stéphanie demeure invisible, comme si la chanson refusait de tout montrer, comme si le titre « In the Closet » ne parlait pas seulement de désirs cachés, mais aussi de ce que l'on garde à l'abri pour survivre. C'est là que les fissures apparaissent. Pour Michael, comme pour Stéphanie, la lumière n'est plus seulement un privilège. Elle devient un poids. Elle transforme chaque geste en indice, chaque amitié en rumeur, chaque silence en confession supposée. Alors le secret de Mystery Girl prend une valeur plus humaine.
Ce n'était pas seulement une stratégie pour vendre un album. C'était aussi une manière de respirer. Michael y trouvait une énigme capable d'électriser Dangerous. Stéphanie y trouvait un espace rare où sa voix pouvait exister sans que son titre royal ne l'étouffe. Derrière le glamour, il y avait peut-être cela. Deux êtres trop regardés qui cherchaient, dans l'ombre, un endroit pour rester eux-mêmes. Au fond, ce qui rapproche Michael Jackson et Stéphanie de Monaco n'est peut-être pas seulement une chanson. C'est une fatigue que peu de gens peuvent comprendre. La fatigue d'être observé avant même d'avoir parlé. La fatigue de voir son histoire racontée par d'autres. La fatigue de devenir un symbole alors que l'on cherche simplement à rester humain. Dans les années 1990, Michael Jackson est au sommet d'un empire que personne ne peut ignorer. Il vend des millions d'albums, remplit les stades, transforme chaque apparition en événement mondial. Pourtant, plus son étoile brille, plus l'ombre autour de lui s'épaissit. On l'admire, mais on le soupçonne. On l'applaudit, mais on analyse. On danse sur ses chansons, mais on dissèque son visage, sa voix, sa peau, ses gestes, ses amitiés. Comment vivre lorsque le monde entier croit avoir un droit sur votre intimité? Stéphanie, elle aussi, connaît cette violence douce des regards. À Monaco, son nom est un héritage, mais aussi une condamnation à être parfaite. Or, elle refuse cette perfection immobile. Elle veut chanter, aimer, tomber, recommencer. Elle veut porter la vie comme elle vient, avec ses élans et ses erreurs. Mais la presse ne lui pardonne presque rien. Ses histoires sentimentales deviennent des gros titres. Ses choix sont transformés en provocations, ses douleurs en spectacles. Ce que d'autres vivent dans le silence d'une maison, elle le traverse sous les flashs. Alors, lorsqu'elle accepte d'être cette voix sans nom dans In the Closet, ce choix prend une profondeur particulière. Elle disparaît, mais pour mieux exister. Elle se cache, mais pour mieux respirer. Les rumeurs autour de sa proximité avec Michael Jackson s'inscrivent dans cette même logique. Dès qu'ils apparaissent ensemble, les questions surgissent. Pourquoi cette complicité? Pourquoi cette confiance? Pourquoi ces regards échangés lors des événements à Monaco? Certains journalistes insinuent que leur relation pourrait dépasser la simple collaboration musicale. Les fans, eux, imaginent 1000 histoires possibles. Mais aucune certitude ne vient vraiment fermer le récit. Et dans cette absence de réponse, chacun projette ce qu'il veut voir. Une amitié secrète, une attirance impossible, une alliance entre deux solitudes célèbres. Peut-être la vérité était-elle plus simple. Peut-être était-elle plus belle aussi. Deux personnes qui savaient exactement ce que signifie être aimé par des inconnus et incompris par les mêmes inconnus. Il y a quelque chose de presque tragique dans cette ressemblance. Michael Jackson, enfant de la scène, n'a jamais vraiment connu une vie ordinaire. Stéphanie de Monaco, enfant du palais, n'a jamais vraiment connu l'anonymat. Lui venait de la musique, elle venait de la royauté, mais tous deux avaient grandi dans des mondes où l'image précède la personne. Et lorsque l'image devient trop grande, que reste-t-il de soi? Une voix, un geste, un secret. Peut-être est-ce pour cela que In the Closet garde encore aujourd'hui une charge si étrange. La chanson parle de désirs cachés, mais elle semble aussi parler de tout ce que les célébrités doivent enfouir pour continuer à avancer. Les peurs, les liens, les blessures, les vérités trop fragiles pour être offertes au public. Dans cette période, Michael doit défendre son art contre les commentaires qui l'entourent. Stéphanie doit défendre sa liberté contre